Jake Morrison descendit du vaisseau de transport, posant pour la première fois le pied sur Harmony 7. La station spatiale gigantesque flottait en zone neutre, servant de quartier général au haut commandement de l'Alliance galactique. En tant que nouveau chargé de liaison militaire de la Terre, Jake ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension face à sa mission. Le spatioport était animé, des extraterrestres de dizaines d'espèces différentes traversant les couloirs, leurs formes variées, créant un kaléidoscope de couleurs et de silhouettes. Jake les avait tous étudiés durant sa formation, mais les voir en chair et en os le stupéfiait toujours. Il se dirigea vers le point de contrôle de sécurité, observant les autres délégués passer avant lui. Un imposant guerrier krillien, mesurant facilement 2,10 m avec des pointes osseuses naturelles saillant de ses épaules, remit aux gardes l'impressionnant canon à plasma qu'il transportait. L'arme semblait capable de transpercer la coque d'un vaisseau spatial. Vint ensuite un groupe de Voidorn, leur forme bleue translucide, scintillant, tandis qu'ils remettaient des appareils qui brillaient d'une étrange énergie. Jake savait qu'il s'agissait de manipulateurs psychiques, des armes capables de brouiller les pensées d'un ennemi à travers un champ de bataille. Même les pacifiques bataniens, des êtres végétaux qui s'engageaient rarement dans des conflits, devaient abandonner leurs lance-épines. Ces armes organiques pouvaient injecter des toxines mortelles avec une précision impeccable. Jake atteignit le point de contrôle et attendit son tour. Le scanner de sécurité, un alarion massif à 4 bras et à la peau vert foncé, lui fit signe d'avancer. « Espèce et niveau d'habilitation » demanda le garde dans un standard, au fort accent. « Corps diplomatique humain, liaison militaire, accréditation » répondit Jake, tendant son identification. L'Altarien examina la carte d'identité, puis Jake, avant de le laisser passer sans aucun scan ni vérification d'armes. Jake s'arrêta, perplexe. « Vous n'avez pas besoin de me contrôler pour les armes ?» L'expression du garde devint gênée. « Les humains sont exemptés des protocoles de sécurité standards. Veuillez vous rendre au niveau 7. »« Mais pourquoi suis-je exempté ?» insista Jake. « Ordre du général Vextar. Pas d'exception, pas d'explication. » Le ton du garde indiquait clairement que la conversation était close. Jake traversa le poste de contrôle, l'esprit en ébullition. Toutes les autres espèces avaient été minutieusement scannées et désarmées, mais lui avait été exempté sans poser de questions. Cela n'avait aucun sens. Les corridors d'Harmony 7 étaient impressionnants, avec des murs offrant des vues en temps réel de l'espace extérieur. Jake trouva son chemin vers la salle de conférence principale où se tiendrait sa première réunion du haut commandement. La pièce était immense, avec une table circulaire pouvant accueillir des représentants des 47 espèces de l'Alliance. Jake prit sa place assignée à côté de Lisa Park, la négociatrice en chef de l'humanité. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux yeux vifs et aux cheveux grisonnants tirés en un chignon pratique. « Premier jour ?» demanda-t-elle avec un sourire entendu. « Oui, il s'est passé quelque chose d'étrange à la sécurité cependant. Ils ne m'ont pas scanné du tout. » Le sourire de Lisa s'estompa légèrement. « Ils ne scannent jamais les humains, n'y pensez plus. » Avant que Jake ne puisse poser d'autres questions, la réunion commença. Le général Vextar, le chef de la sécurité altarien, demanda le silence. Le sujet était un différend territorial entre les Krilliens et le collectif de la Ruche, deux des membres les plus agressifs de l'Alliance. L'ambassadeur Zector représentait les Krilliens. Il était massif, même pour les standards de son espèce, avec des pointes osseuses polies d'un blanc éclatant. Sa voix grave résonnait à travers le système de traduction pendant qu'il parlait. Le système minier de Kepler est un territoire krillien depuis plus de 50 cycles. Nous ne tolérerons pas l'expansion illégale de la ruche dans notre espace. De l'autre côté de la table, la reine de la ruche, Zakat, cliqua ses mandibules de colère. Les yeux composés de l'extraterrestre insectoïde reflétaient en les lumières de la pièce, tandis qu'elle répondait. « Vos cartes sont obsolètes, chanteur d'os. Nos essaims ont établi des colonies dans ce système avant même que vos guerriers ne sachent qu'il existait. Vous violez nos droits ancestraux. » La tension dans la pièce s'épaissit. Jake observa les deux camps devenir plus agressifs.
Les pointes osseuses de Hector commençaient à s'étendre davantage de ses épaules, un signe clair de l'agressivité croissante chez les Krilliens. Les ailes de la reine de la ruche bourdonnèrent d'agitation, et ses serviteurs se rapprochèrent d'elle en formation de protection. Les autres délégués autour de la table s'agitaient nerveusement. L'éclat naturel des voix d'orne faiblit, tandis que les feuilles des Bathaniens frémissaient d'anxiété. Jake réalisa que ce qui avait commencé comme une discussion diplomatique tournait rapidement à quelque chose de bien plus dangereux. Hector frappa du poing sur la table, faisant sursauter plusieurs petits délégués. « L'honneur des clans Krilliens ne sera pas remis en question par des insectes. Nous avons saigné pour ce territoire. » La reine Zac se leva de son siège, ses 6 pattes claquant sur le sol. « Votre sang ne signifie rien pour la ruche. Nous grouillons là où nous voulons, et aucun chanteur d'os ne nous arrêtera. » La salle explosa. Les délégués commencèrent à crier dans des dizaines de langues, le système de traduction peinant à suivre. Jake vit des gardes de sécurité se diriger vers les portes, les mains sur leurs armes. Cela allait tourner à la catastrophe. Alors, Lysa Park se leva, simplement. Le changement fut immédiat et surprenant. Chaque voix dans la pièce se tut. Tous les regards se tournèrent vers la femme humaine qui n'avait même pas élevé la voix ni fait de gestes menaçants. « Messieurs, mesdames, » dit Lysa calmement, d'un ton de conversation. « Discutons-en rationnellement. » Jake observa avec étonnement Hector, et la reine Zac reculait immédiatement. Les pointes osseuses du Krillien se rétractèrent, et sa posture agressive s'estompa. Les ailes de la reine de la ruche cessèrent de bourdonner, et elle se rassit, avec ce qui ressemblait presque à un soulagement. « Bien sûr, » gronda Hector, bien qu'il semblait déconcerté par sa propre docilité. « Peut-être devrions-nous examiner les archives historiques plus attentivement. »« La ruche est d'accord, » ajouta la reine Zac, ses mandibules cliquant dans ce que Jake reconnut comme un accord nerveux. Une discussion rationnelle sert tout le monde. Le reste de la réunion se déroula sans accroc, les 2 parties acceptant de soumettre leurs revendications à un arbitrage neutre. Jake ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Lysa n'avait rien fait qui aurait dû mettre fin au conflit. Pourtant, ces simples mots avaient complètement changé l'ambiance de la pièce. Alors que les délégués sortaient après la réunion, Jake remarqua autre chose de troublant. Chaque extraterrestre dans la pièce laissait aux humains une large marge lorsqu'ils se déplaçaient. Aucun d'entre eux ne s'approchait à portée de bras de Jake ou de Lysa, et ils pouvaient discerner de la tension dans leur langage corporel dès que les humains faisaient des mouvements brusques. De retour dans ses quartiers ce soir-là, Jake tenta de donner un sens à ce dont il avait été témoin. Il activa sa tablette personnelle et commença à revoir les événements de la journée, cherchant tout indice susceptible d'expliquer le traitement étrange des humains. Alors qu'il faisait défiler ses fichiers, quelque chose attira son attention. Un fragment de document avait été téléchargé sur son système, marqué de classification de sécurité qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le fichier était en grande partie corrompu, mais il parvint à distinguer quelques lignes. Projet Pont Mental, niveau de classification, secret absolu. Capacité humaine de guerre psychologique. Statut militarisé. Avertissement. Déploiement inconscient confirmé chez 73% des sujets testés. Recommander des protocoles d'isolement immédiat pour tout le personnel diplomatique humain. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'étendue complète des capacités à l'échelle de l'espèce. Jake fixa l'écran, le sang glacé. Capacité de guerre psychologique militarisée. Qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi ce fichier avait-il atterri dans son système? Il repensa à la réunion, à la manière dont Lysa avait mis fin au conflit avec juste quelques mots, à la façon dont chaque extraterrestre gardait ses distances avec les humains, à l'exemption de sécurité qui n'avait aucun sens. Pour la première fois depuis son arrivée sur Harmony 7, Jake commença à se demander si les humains n'étaient pas traités différemment, non pas parce qu'ils étaient dignes de confiance, mais parce qu'ils étaient dangereux, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Jake passa une nuit blanche à fixer le mystérieux fragment de dossier. Au matin, sa décision était prise. Il avait besoin de réponses, et Lysa Park était la seule personne susceptible de les détenir.
Il la trouva sur le pont d'observation de la station, buvant du café tout en contemplant les étoiles à travers les immenses baies vitrées. L'espace autour d'Harmonie 7 était animé par des vaisseaux venus de toute la galaxie. Leur design varié reflétait la diversité de la technologie de l'Alliance. « Lisa, il faut que nous parlions », dit Jake en s'installant sur la chaise en face d'elle. Elle leva les yeux de son café, remarquant la tension dans sa voix. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Jake activa sa tablette et lui montra le fichier corrompu. « Ceci est apparu dans mon système la nuit dernière. Projet Pont Mental. Capacité de guerre psychologique. Tu sais de quoi il s'agit. » Lisa étudia l'écran, son expression soigneusement neutre. « Je n'ai jamais vu ce fichier auparavant, » dit-elle finalement. « Mais j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. » « Quelle sorte de rumeurs ? Celles qui suggèrent que nos succès diplomatiques ne sont pas entièrement dus à notre charme et à notre intelligence ?» Lisa posa sa tasse de café. « Jake, t'es-tu déjà demandé pourquoi les négociations humaines semblent se dérouler si bien ? Pourquoi les conflits s'apaisent quand nous nous impliquons ?» Jake repensa à la réunion d'hier. « Ce que tu as fait avec les Krilliens et le collectif de la ruche, ce n'était pas normal, n'est-ce pas ? » « Je ne sais pas ce que tu entends par normal. Je leur ai juste demandé d'être rationnels, mais ils étaient prêts à se battre. Zektor était pleinement agressif, et la reine Zack était prête pour la guerre. Puis tu t'es levé, a dit quelques mots, et ils ont tous deux reculé complètement. » Lisa garda le silence un long moment. « Il se peut qu'il y ait quelque chose dans ce que tu penses. Es-tu prêt à m'aider à enquêter là-dessus ?» Au cours des jours suivants, Jake et Lisa travaillèrent ensemble pour approfondir le mystère. Ils utilisèrent leur accès diplomatique pour fouiller les archives classifiées de l'Alliance, à la recherche de toute mention de capacités humaines inhabituelles ou d'incidents. Ce qu'ils découvrirent fut dérangeant. La première découverte majeure arriva dans une base de données militaire. Il y a 3 ans, lors de la bataille de la station de Kepler, un événement sans précédent s'est produit, modifiant à jamais le statut de l'humanité dans la galaxie. Le capitaine Roy Bennett commandait la défense de la station de Kepler contre un assaut krillien massif. Cette station, la plus importante installation de recherche de l'humanité, était légèrement défendue. Quand 3 flottes de bataille krilliennes complètes sont arrivées, Bennett savait que les armes conventionnelles ne suffiraient pas. Le rapport officiel était bref et fortement censuré, mais les faits essentiels étaient clairs. Alors que la station était sur le point de tomber et des milliers de civils piégés à l'intérieur, le capitaine Bennett avait fait quelque chose qu'aucun commandant militaire n'avait jamais tenté. Il avait pris une petite navette, volé directement vers le vaisseau amiral ennemi, et l'avait abordé complètement désarmé. Ce qui s'est passé ensuite n'a été enregistré que par fragments, mais le résultat était indéniable. Toute la flotte de bataille krillienne s'était rendue sans tirer un seul coup de feu. 3000 vaisseaux ennemis, vaincus par un seul humain non armé. Comment quelqu'un peut-il convaincre une flotte de bataille entière de se rendre juste en leur parlant ? Demanda Jake alors qu'ils examinaient les dossiers. Je ne pense pas que ce fût juste une conversation, répondit Lisa. Regarde ce rapport médical des survivants krilliens. Le document décrivait des symptômes psychologiques inhabituels chez l'équipage ennemi. Beaucoup ont signalé ressentir une honte et un désespoir accablant pendant la visite de Bennett sur leur vaisseau. Certains ont décrit avoir l'impression que leurs peurs les plus profondes avaient été exposées et examinées. Plusieurs ont nécessité un traitement psychologique pendant des semaines par la suite. On dirait qu'il a fait quelque chose à leur esprit, dit Jake. Ou peut-être qu'il a juste compris leur esprit mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Leur enquête les mena à la Dre Amy Foster, une xénobiologiste qui avait été en poste sur Kepler pendant la bataille. Elle accepta de les rencontrer dans son laboratoire, un espace encombré de prélèvements biologiques de dizaines d'espèces extraterrestres. La Dre Foster était une petite femme aux yeux fatigués et aux cheveux grisonnants. Elle étudiait la psychologie extraterrestre depuis plus de 20 ans, et elle parlait avec la précision prudente d'une scientifique qui avait vu des choses remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir. J'étais au centre de commandement lorsque le capitaine Bennett a pris contact avec la flotte krillienne, commença-t-elle. J'ai surveillé les communications
observer les lectures biométriques de leur vaisseau. Ce que j'ai vu n'aurait pas dû être possible. Elle afficha des écrans holographiques montrant des scans cérébraux et des relevés de stress du personnel humain, écrit Liane pendant l'incident. « Regardez ces schémas !» dit la DR Foster, en désignant les données. L'activité neuronale de Bennett ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais enregistré. Ses centres d'empathie fonctionnaient à des niveaux qui auraient dû causer des dommages psychologiques graves. Mais il semblait plutôt projeter ces schémas vers l'extérieur. Jake étudia les relevés. Projetant où? Vers les Krilliens. Chaque extraterrestre sur leur vaisseau amiral a commencé à montrer des schémas cérébraux synchronisés quelques minutes après l'arrivée de Bennett. C'était comme s'il influençait directement leurs états émotionnels et psychologiques. Lisa se pencha en avant. Est-ce même possible? Ça ne devrait pas l'être. Mais j'étudie ce phénomène depuis 3 ans maintenant, et je pense comprendre ce qui rend les humains uniques. Chaque espèce de la galaxie a évolué avec des armes ou des défenses naturelles. Les Krilliens ont leurs pointes osseuses et leur culture guerrière. Les habitants du vide peuvent manipuler l'énergie avec leur esprit. Les collectifs de ruches ont un nombre écrasant et une conscience partagée. La DR Foster activa un autre affichage. Celui-ci montrait des arbres évolutifs pour diverses espèces. Mais les humains ont évolué différemment. Vous étiez des chasseurs persistants sur un monde rempli de grands prédateurs dangereux. Vous avez survécu non pas par la force individuelle, mais par la coopération sociale et la capacité à comprendre et à influencer le comportement d'autres espèces. Vous avez appris à lire l'esprit des animaux de proie pour prédire leurs mouvements, à travailler ensemble d'une manière que d'autres espèces ne pouvaient égaler. Jake commençait à comprendre. Vous dites que nous avons évolué pour être bons à lire et à influencer la psychologie. Plus que bons. Vous êtes naturellement doués pour trouver les points faibles psychologiques de tout être sensible. La plupart des humains le font inconsciemment, lors d'interactions sociales normales. Vous lisez le langage corporel, le ton de la voix et les indices émotionnels mieux que toute autre espèce connue. Mais dans des situations extrêmes, certains humains peuvent apparemment amplifier cette capacité à des niveaux extraordinaires. La DR Foster afficha d'autres fichiers montrant des rapports d'incidents à travers l'espace humain. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu des dizaines d'événements similaires. Le diplomate Sam Carter a mis fin à une guerre à 3 voies en faisant comprendre à chaque espèce que leur conflit était motivé par une peine mutuelle. La négociatrice commerciale Karen Phillips a convaincu une guilde marchande entière d'abandonner l'esclavage en les forçant à confronter l'histoire de leur propre espèce en tant que peuple conquis. Elle leur montra plus de rapports. Le conseiller militaire Greg Walsh avait empêché un génocide en aidant une espèce guerrière à comprendre que leur agressivité découlait d'un traumatisme évolutionnaire. Dans chaque cas, l'humain impliqué avait obtenu des résultats impossibles par ce qui semblait être de la pure manipulation psychologique. Le plus terrifiant, continua la DR Foster, c'est qu'aucun de ces humains ne réalisait ce qu'ils faisaient. Tous ont rapporté avoir l'impression de n'avoir que des conversations normales, de faire des observations évidentes ou d'offrir de simples conseils. Ils n'avaient aucune idée qu'ils utilisaient ce qui équivaut à des super-armes psychologiques. Jake sentit un frisson lui parcourir le dos. Vous dites que tous les humains peuvent faire cela? À un certain degré, oui. Chaque humain possède ses capacités, mais la plupart d'entre vous les utilisent à des niveaux très faibles. Lors d'interactions sociales normales, vous reflétez inconsciemment les états émotionnels des personnes autour de vous. Vous savez instinctivement quoi dire pour réconforter quelqu'un qui est bouleversé. Vous pouvez sentir quand quelqu'un ment ou cache quelque chose. Lisa resta silencieuse un instant, puis posa la question que Jake craignait d'entendre. Si c'est vrai, si les humains ont vraiment ces capacités, alors pourquoi sommes-nous autorisés aux plus hautes fonctions? Pourquoi chaque gouvernement de la galaxie n'est-il pas terrifié par nous? L'expression de la DR Foster devint grave. Qui a dit qu'il ne l'éteigne pas? Jake, pourquoi pensez-vous que vous êtes exempté du scan d'armes? Ce n'est pas parce qu'on vous fait confiance, c'est parce que les armes conventionnelles seraient superflues. Un humain ayant une formation consciente
et une manipulation psychologique pourraient potentiellement mener des espèces entières à la folie ou au suicide. Le poids des révélations s'abattit sur eux. Jake pensa à chaque succès diplomatique que l'humanité avait remporté, à chaque conflit qu'elle avait résolu, à chaque négociation qui avait tourné en leur faveur. Combien de ces victoires avaient été gagnées non pas par l'habileté ou la sagesse, mais par une guerre psychologique inconsciente? Il y a autre chose, dit doucement la Dreux Foster. L'Alliance étudie secrètement la psychologie humaine depuis des années. Ils essaient de comprendre l'étendue de vos capacités et ils essaient de développer des défenses contre elles. Elle leur montra un dernier dossier marqué des plus hautes classifications de sécurité. Ils appellent ça le problème humain. La question n'est pas de savoir si les humains sont dangereux. La question est de savoir si la galaxie peut survivre si les humains apprennent un jour à utiliser consciemment leurs capacités. Jake fixa le dossier, comprenant enfin pourquoi il avait été autorisé à passer la sécurité. Pourquoi les extraterrestres gardaient leur distance avec les humains? Pourquoi de simples mots de Lisa pouvaient mettre fin à des conflits qui auraient dû mener à la guerre? On ne faisait pas confiance aux humains pour entrer aux plus hautes fonctions sans armes. Ils étaient si naturellement dangereux que leur donner des armes serait comme remettre des explosifs à une espèce qui crachait du feu. Et le plus effrayant, c'était que l'humanité commençait tout juste à comprendre de quoi elle était capable. Jake ne put dormir après avoir appris les capacités cachées de l'humanité. La connaissance qu'il pourrait manipuler inconsciemment l'esprit de tous ceux qui l'entouraient était profondément troublante. Il devait savoir si c'était vraiment vrai, et il n'y avait qu'un seul moyen de le découvrir. Le lendemain matin, il se porta volontaire pour un exercice d'entraînement militaire qui devait avoir lieu au centre de simulation de la station. Le scénario impliquait des extrémistes du vide qui avaient saisi un vaisseau de transport civil avec des otages à bord. Jake jouerait le rôle d'un négociateur, tandis que de véritables militaires du vide agiraient en tant que terroristes. Le lieutenant-commandant Zephron, un officier vétéran du vide à la peau bleue translucide et aux marques argentées, informa Jake des paramètres de l'exercice. Les habitants du vide étaient connus pour leur esprit logique et leur contrôle émotionnel, ce qui en faisait d'excellents choix pour des scénarios d'entraînement réalistes. La simulation sera aussi authentique que possible, expliqua Zephron de sa voix mélodieuse. Mon équipe adoptera la mentalité d'extrémiste authentique. Nous ne vous rendrons pas la tâche facile, humain Jake. Jake hocha la tête, nerveux. Je comprends, je ferai de mon mieux. Alors que Jake se préparait à entrer dans la chambre de simulation, il pensa à ce que la Dreux Foster lui avait dit. Si les humains pouvaient réellement lire et influencer la psychologie extraterrestre, ils pourraient peut-être ressentir quelque chose pendant l'exercice. Il décida de prêter une attention particulière à ses instincts et de voir ce qui se passait. La chambre de simulation avait été configurée pour ressembler à l'intérieur d'un vaisseau de transport. Des écrans holographiques montraient l'extérieur de l'espace, rendant l'environnement authentique. Jake put voir 5 habitants du vide dans la zone principale des passagers, avec ce qui semblait être des otages civils recroquevillés derrière les sièges. L'exercice commença par les protocoles de négociation standards. Jake activa le système de communication et se présenta aux terroristes. Ici le commandant Morrison de l'Alliance Galactique. Je veux parler à votre chef et voir si nous pouvons résoudre cette situation pacifiquement. L'un des habitants du vide, portant l'insigne d'une faction radicale, répondit avec la rhétorique extrémiste typique. L'Alliance a opprimé notre peuple depuis trop longtemps. Nous exigeons la reconnaissance de l'indépendance des nés du vide et une compensation pour la perte de notre monde natal. Jake, suivant sa formation, a accueilli leurs préoccupations tout en cherchant à établir une communication. Cependant, au fur et à mesure que la discussion progressait, il a commencé à percevoir des éléments inhabituels. Il s'est surpris à ne pas seulement écouter leurs paroles, mais aussi à décoder les nuances subtiles de leur manière de s'exprimer. Leur peau translucide laissait voir les motifs circulatoires qui fluctuaient au gré de leurs émotions. Les marques argentées sur leur visage semblaient s'estomper légèrement lorsqu'ils doutaient. Même leur posture et la manière dont ils tenaient leurs armes énergétiques
révélèrent des informations sur leur état d'esprit. Plus important encore, Jake a commencé à ressentir ce qu'ils éprouvaient. Le chef, qui s'efforçait de paraître confiant et menaçant, était en fait terrifié. Jake pouvait d'une certaine manière percevoir la peur sous les mots agressifs, et il comprenait précisément d'où venait cette peur. Les nés du vide avaient non perdu leur planète d'origine des siècles auparavant, suite à un effondrement stellaire. Toute leur espèce vivait à bord de vaisseaux et de stations, sans jamais pouvoir considérer un endroit comme un véritable foyer. Ce leader extrémiste n'était pas réellement animé par la colère envers l'oppression politique. Il était désespérément effrayé que son peuple soit oublié, que sa culture s'éteigne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la fière civilisation du vide d'antan. Jake a réalisé qu'il ne suivait plus son protocole de négociation. Au lieu de cela, il réagissait à quelque chose de plus profond, une compréhension instinctive de ce que cet extraterrestre avait besoin d'entendre. « Vous n'êtes pas vraiment en colère contre les politiques de l'Alliance », a dit Jake calmement. « Vous avez peur que votre peuple disparaisse, qu'un jour, personne ne se souvienne du monde d'origine du vide ou des grandes cités que vous avez bâties parmi les formations cristallines de Prime. » L'effet fut immédiat. L'arme du leader terroriste a glissé de ses mains et ses marques argentées ont commencé à scintiller d'une manière que Jake a identifiée comme de la surprise et de la douleur. « Comment connaissez-vous Prime » a murmuré le nez du vide. Ce nom n'a pas été prononcé dans les chambres de l'Alliance depuis des décennies. Jake a continué, suivant son instinct plutôt qu'un plan conscient. « Je sais parce que le souvenir de belles choses perdues est inscrit dans chaque geste que vous faites. Votre peuple porte le chagrin d'un monde mort dans votre ADN même, et ce chagrin vous fait craindre de tout perdre un jour. » Les autres nés du vide dans la simulation ont également commencé à baisser leurs armes. Jake pouvait voir des larmes se former dans leurs grands yeux sombres. La situation d'otages artificiels fut oubliée alors que les extraterrestres réagissaient à quelque chose de plus profond que le théâtre politique. « Nous rêvons de flèches de cristal chaque nuit, » a dit l'un d'eux doucement. « Nous apprenons à nos enfants des chansons sur un monde qu'ils ne verront jamais. Mais les membres de l'Alliance, eux, ne nous interrogent jamais sur nos rêves. Ils ne nous voient que comme des alliés utiles ou des menaces potentielles. » Jake a ressenti une sensation étrange, comme s'il était connecté à leur état émotionnel d'une manière qui transcendait la communication normale. Il pouvait sentir leur solitude, leur peur, leur besoin désespéré d'être compris et de rester dans les mémoires. « Vos rêves sont importants, » a-t-il dit. « Votre monde perdu est important. L'Alliance n'a pas besoin de vous craindre pour respecter votre chagrin. Et respecter votre chagrin ne signifie pas céder à l'extrémisme. Cela signifie trouver un moyen d'honorer votre passé tout en construisant un avenir. » La simulation aurait dû durer encore 1 heure. Mais soudain, l'environnement holographique a vacillé et s'est éteint. Du personnel de sécurité de l'Alliance, bien réel, s'est précipité dans la pièce, leur visage exprimant de l'inquiétude et de la confusion. Le docteur Foster est apparu aux côtés de Jake, son scanner médical déjà activé et pointé vers les participants nés du vide. « Fin de l'exercice », a-t-elle annoncé. « Tout le personnel doit se présenter pour une évaluation psychologique immédiatement. » Le lieutenant-commandant Zephron s'est approché, ses marques argentées scintillant encore de détresse. « Qu'est-ce que vous nous avez fait ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. « Lorsque vous avez parlé de notre monde d'origine, j'ai eu l'impression que vous pénétriez mon esprit et touchiez des souvenirs que je tiens enfouis. Nous l'avons tous ressenti. La douleur était réelle, mais la compréhension l'était aussi. » Jake l'a fixé, réalisant ce qui s'était passé. « Je ne sais pas. J'essayais juste de comprendre ce dont vous aviez vraiment besoin. Aucune arme que nous possédons ne pourrait nous affecter comme vos paroles l'ont fait, » a poursuivi Zephron. « Vous ne nous avez pas menacés ni trompés. Vous nous avez fait nous sentir réellement vus pour la première fois depuis des décennies. Mais l'intensité de cette connexion, c'était accablant. » Le docteur Foster examinait les relevés de son scanner avec une inquiétude croissante. « Jake, je dois vous parler en privé. Maintenant. » Ils se sont dirigés vers une salle de briefing sécurisée où le docteur Foster a montré à Jake les données biométriques de l'exercice.
Regardez ces schémas neuronaux, a-t-elle dit, en désignant les affichages holographiques. Pendant les dernières minutes de la simulation, votre activité cérébrale était synchronisée avec celle des 5 participants nés du vide. Vous partagiez d'une manière ou d'une autre leur état émotionnel, tout en l'influençant simultanément. Jake a étudié les relevés, voyant la preuve irréfutable de ce qui s'était produit. Je pouvais ressentir ce qu'ils ressentaient, leur peur, leur chagrin, leur besoin d'être compris. C'était comme si j'étais dans leur esprit et qu'ils étaient dans le vôtre dans une certaine mesure. Ce niveau de connexion empathique devrait être impossible entre espèces différentes. Nos structures cérébrales sont complètement différentes, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez créé un lien psychologique temporaire qui a permis une véritable communication émotionnelle. Le Dr Foster a affiché d'autres données montrant les réponses au stress des participants nés du vide. La bonne nouvelle est que vous utilisez cette capacité pour guérir plutôt que pour nuire. Vous les avez aidés à gérer un chagrin qu'ils portent depuis des générations. Mais Jake, le potentiel de destruction est énorme. Si vous aviez choisi d'exploiter leur vulnérabilité au lieu de les adresser, vous auriez pu causer un grave traumatisme psychologique. Jake se sentait mal. Vous êtes en train de dire que j'aurais pu les rendre fous. Possiblement. Nous ne comprenons pas encore les limites des capacités empathiques humaines. Ce que nous savons, c'est que vous pouvez identifier et interagir avec les structures psychologiques les plus profondes des esprits extraterrestres. Utilisée imprudemment, cette puissance pourrait détruire des individus ou même des cultures entières. Pendant qu'ils discutaient, Lisa Park est entrée dans la salle de briefing, suivie d'un grand et vieux Altarion que Jake ne reconnaissait pas. L'extraterrestre portait l'insigne d'un xénopsychologue de haut rang. « Jake, voici le docteur Kelnar », a dit Lisa. Il étudie les capacités psychologiques humaines pour le conseil scientifique de l'Alliance. Les avant-bras du docteur Kelnar se sont déplacés dans un geste que Jake a reconnu comme une salutation formelle. Sa voix profonde portait le poids de nombreuses années de recherche et de préoccupation. « Commandant Morrison, votre performance dans la simulation d'aujourd'hui a confirmé nos plus sérieuses inquiétudes concernant votre espèce. Nous surveillons les activités diplomatiques et militaires humaines depuis plusieurs années maintenant. Et le schéma est indubitable. Il a activé un affichage holographique montrant des dizaines de rapports d'incidents à travers la galaxie. Les humains ne se contentent pas de mieux lire les émotions que les autres espèces. Vous comprenez instinctivement les insécurités, les désirs et les structures psychologiques les plus profondes de tout être sensible que vous rencontrez. Entre de mauvaises mains, cette capacité pourrait détruire la stabilité psychologique de civilisations entières. Jake a examiné les rapports, voyant cas après cas où des humains obtenaient des résultats impossibles grâce à ce qui semblait être de simples conversations. « Mais nous ne le faisons pas exprès », a protesté Jake. « Je n'avais aucune idée de ce qui se passait pendant la simulation. »« Cela le rend plus dangereux, pas moins », a répliqué le docteur Kelnar. « Une capacité inconsciente si puissante ne peut être contrôlée ou régulée. Chaque humain en position d'autorité est potentiellement une arme psychologique qui ignore qu'elle en est une. » Le docteur Kelnar a emmené Jake et Lisa vers l'installation de recherche la plus sécurisée de Harmony 7. Le laboratoire était dissimulé en profondeur, au cœur de la station, protégé par de multiples couches de sécurité et de blindage. Alors qu'ils traversèrent les couloirs, Jake a remarqué que chaque garde qu'il croisait était non humain, et tous les observaient avec une nervosité manifeste. « Bienvenue au projet Pont Cérébral », a dit le docteur Kelnar, alors qu'ils entrèrent dans une vaste chambre remplie d'écrans holographiques et d'équipements d'analyse. Depuis 3 ans, nous étudions les capacités psychologiques humaines et leur impact sur la civilisation galactique. La pièce contenait des dossiers détaillés sur des centaines d'humains, des diplomates aux commerçants en passant par les officiers militaires. Jake a été troublé de voir sa propre image parmi eux, ainsi que celle de Lisa et de dizaines d'autres qu'il reconnaissait du gouvernement terrien. « Vous nous espionniez », a dit Lisa, d'une voix tendue de colère. « Nous essayons de vous comprendre », a corrigé le docteur Kelnar. «
et ce que nous avons découvert est bien plus important que quiconque ne l'imaginait. Il a activé l'écran principal affichant une analyse détaillée de la bataille de la station Kepler. Contrairement au rapport censuré que Jake avait vu auparavant, cette version contenait des données biométriques complètes du personnel humain et krillien. Les actions du capitaine Roy Bennett à Kepler n'étaient pas seulement remarquables, a expliqué le docteur Kellnar. Elles étaient historiquement sans précédent. Aucune espèce dans l'histoire galactique enregistrée n'a jamais remporté une victoire militaire par pure pression psychologique. L'écran montrait l'activité neuronale de Bennett pendant sa confrontation avec la flotte krillienne. Les schémas étaient différents de tout ce que Jake avait jamais vu, avec des centres d'empathie et d'analyse, opérant à des niveaux qui auraient dû être impossibles pour tout cerveau biologique. Mais la partie vraiment fascinante n'est pas ce que Bennett a fait, a poursuivi le docteur Kellnar. C'est la façon dont il l'a fait. Notre analyse montre qu'il a identifié et exploité la vulnérabilité psychologique la plus profonde de toute l'espèce krillienne. Jake s'est penché en avant, étudiant les données. Quelle vulnérabilité ? Le docteur Kellnar a manipulé l'affichage, montrant une analyse génétique et culturelle de la civilisation krillienne. Les Krilliens ont bâti toute leur société autour de la culture guerrière et des concepts d'honneur. Ils se considèrent comme les plus grands combattants de la galaxie, élevés pour la bataille et la gloire. Cette conception d'eux-mêmes est essentielle à leur identité individuelle et collective. L'affichage olfactif a basculé pour montrer des données évolutives. Mais comme toutes les espèces, les Krilliens ont évolué à partir de formes plus simples. Dans leur cas, leurs ancêtres étaient des charognards. Pendant des millions d'années, avant de développer l'intelligence, ils survivaient en se nourrissant des restes de créatures tuées par d'autres prédateurs. Lisa haleta. C'est leur honte secrète. Plus qu'une honte, c'est une mémoire génétique enfouie qui contredit tout ce qu'ils croient à propos d'eux-mêmes. La culture guerrière krillienne est essentiellement un mécanisme de défense psychologique massif, bâti pour masquer la vérité de leurs origines de charognards. Le docteur Kellnar leur a montré des enregistrements de la confrontation de Bennett avec le commandant de la flotte krillienne. L'audio était en langue krillienne, mais le texte traduit défilait à l'écran. Le capitaine Bennett, d'une manière ou d'une autre, a senti cette vulnérabilité enfouie et y a parlé directement. Il n'a pas menacé les Krilliens avec des armes, ni ne leur a offert d'incitation à se rendre. Au lieu de cela, il les a forcés à affronter la vérité sur leur histoire évolutionnaire. Jake a lu la traduction, se sentant mal en comprenant ce qui s'était passé. Bennett avait décrit avec une précision détaillée le comportement de charognard des anciens Krilliens, leurs habitudes alimentaires lâches, leur peur instinctive des vrais prédateurs. Il avait brossé un tableau de leurs ancêtres qui détruisait complètement la mythologie guerrière sur laquelle les Krilliens modernes avaient construit leur vie. Il a brisé psychologiquement une flotte entière, murmura Jake. Pas seulement brisée, mais reconstruite. Après les avoir forcés à faire face à leurs origines honteuses, Bennett leur a offert une nouvelle compréhension. Il leur a montré que la survie par l'intelligence et l'adaptabilité était plus admirable que la survie par la violence. Il les a convaincus que le véritable honneur résidait dans la protection des autres et non dans la conquête. L'affichage montrait l'après-bataille. Les Krilliens qui se rendaient n'étaient pas des ennemis vaincus. Ils étaient devenus quelque chose d'entièrement nouveau, une culture guerrière transformée en force protectrice. Beaucoup d'entre eux ont finalement rejoint les forces de maintien de la paix de l'Alliance, utilisant leurs forces pour défendre les espèces plus faibles plutôt que de les dominer. Ceci n'est qu'un exemple, a poursuivi le docteur Kellnar en affichant d'autres dossiers. Nous avons documenté des incidents similaires dans tout l'espace humain. Jake a observé les différents cas se succéder à l'écran. Le diplomate Sam Carter avait mis fin à une guerre à trois, non par la négociation, mais en identifiant que les trois espèces étaient toutes motivées par le chagrin lié à la perte de leur colonie. Au lieu de traiter leurs griefs politiques déclarés, il les avait aidés à gérer leur traumatisme commun, transformant des ennemis en alliés unis par une perte partagée. La négociatrice commerciale Karen Phillips avait convaincu la guilde marchande
d'abandonner l'esclavage en reconnaissant d'une manière ou d'une autre que leur espèce avait évolué à partir de créatures qui avaient été asservies par d'autres il y a des millions d'années. Elle avait réveillé leur mémoire ancestrale de l'oppression, les empêchant ainsi de continuer à opprimer les autres. Le conseiller militaire Greg Walsh avait empêché un génocide en aidant une espèce guerrière agressive à comprendre que leur violence provenait d'un traumatisme évolutif. Leurs ancêtres avaient été des proies, constamment chassés par de plus grands prédateurs. Leur agressivité moderne était un mécanisme de défense contre des menaces qui n'existaient plus. Dans chaque cas, les humains obtenaient des résultats impossibles en identifiant et en abordant les structures psychologiques les plus profondes des civilisations extraterrestres. Le docteur Kellnar a expliqué « Vous ne lisez pas seulement les émotions superficielles. Vous accédez d'une manière ou d'une autre aux mémoires génétiques, aux traumatismes évolutifs et aux modèles inconscients collectifs dont les espèces elles-mêmes n'ont pas conscience. » Lisa examinait les données avec une horreur croissante. Êtes-vous en train de dire que chaque succès diplomatique que nous avons eu a été basé sur la manipulation psychologique? Pas de la manipulation au sens traditionnel, répondit le docteur Kellnar, plutôt de la guérison psychologique. La plupart de ces incidents ont eu des résultats positifs pour les espèces extraterrestres concernées. Vous les avez aidés à surmonter des traumatismes et des limitations dont ils ignoraient même l'existence. Jake se sentit submergé par les implications. Mais nous faisons cela inconsciemment. Aucun de nous ne sait comment nous accédons à ces informations, ni pourquoi nous sommes capables d'influencer les esprits extraterrestres. Le docteur Kellnar hocha la tête gravement. C'est ce qui rend votre espèce si dangereuse. Vous utilisez des armes psychologiques sans vous en rendre compte, et la puissance de ces armes augmente. Il afficha des données plus récentes montrant des incidents des derniers mois. Les schémas devenaient plus forts et plus cohérents. Les humains accédaient inconsciemment à des niveaux plus profonds de la psychologie extraterrestre, obtenant des résultats plus spectaculaires avec moins d'efforts. Nous pensons que votre espèce évolue, dit le docteur Kellnar. Le contact avec de multiples civilisations extraterrestres accélère d'une manière ou d'une autre le développement de vos capacités empathiques. Chaque génération d'humains présente des capacités psychologiques plus fortes que la précédente. L'affichage montrait des projections basées sur les tendances actuelles. Dans quelques décennies, les humains pourraient être capables de réécrire complètement les fondements psychologiques d'espèces entières. Ils pourraient éliminer l'agressivité, remodeler les valeurs culturelles, ou même altérer fondamentalement la façon dont les esprits extraterrestres traitaient la réalité. Le potentiel de bien est énorme, a admis le docteur Kellnar. Vous pourriez aider des espèces à surmonter des limitations évolutives, à guérir d'anciens traumatismes et à créer une galaxie plus paisible, mais le potentiel de nuisance est tout aussi vaste. Il leur montra des rapports classifiés du renseignement de l'Alliance. Plusieurs espèces membres avaient commencé à développer des contre-mesures contre l'influence psychologique humaine. Certaines expérimentèrent des technologies de bouclier mental. D'autres envisageaient une isolation diplomatique de l'espace humain. Il y a aussi la question du consentement, a poursuivi le docteur Kellnar. Est-il éthique de modifier la composition psychologique d'une espèce entière, même si les résultats sont bénéfiques? Les civilisations ont-elles le droit de conserver leurs défauts et leurs limitations? Jake pensa au vide de la simulation, à la façon dont il les avait aidés à gérer leurs chagrins liés à la perte de leur monde natal. Cela avait semblé être une guérison à l'époque. Mais maintenant, il se demandait s'ils n'avaient pas violé quelque chose de fondamental concernant leur identité. « Qu'en est-il de l'exemption de sécurité ?» demanda Lisa. « Pourquoi les humains sont-ils autorisés à accéder au haut commandement sans contrôle d'armes ?» L'expression du docteur Kellnar devint encore plus sérieuse. « Parce que les armes conventionnelles seraient superflues. Un humain ayant une formation consciente en manipulation psychologique pourrait potentiellement pousser des espèces entières à la folie ou au suicide. L'exemption de sécurité ne concerne pas la confiance. Il s'agit de reconnaître que vous êtes déjà armé des armes les plus dangereuses de la galaxie. Il activa un dernier affichage montrant les profils psychologiques d'extrémistes et de criminels humains connus. C'est notre plus grande peur. Jusqu'à présent,
Les humains ont utilisé ces capacités de manière responsable, principalement parce que vous ne réalisez pas que vous les avez. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un décide de les utiliser délibérément à des fins nuisibles? Que se passe-t-il lorsqu'un dictateur humain apprend à militariser l'empathie? Jake fixa les profils, comprenant enfin pourquoi l'Alliance était si préoccupée. Entre de mauvaises mains, les capacités psychologiques humaines pourraient détruire des civilisations de l'intérieur, dressant les espèces les unes contre les autres ou les poussant à la folie collective. Il y a autre chose, a dit tranquillement le docteur Kellnar. Le Conseil de l'Alliance débat depuis des mois de ce qu'il faut faire concernant le problème humain. Certains veulent établir des contrôles stricts sur les déplacements et les activités humaines. D'autres pensent que votre espèce devrait être isolée jusqu'à ce que nous comprenions mieux vos capacités. La crise est arrivée sans prévenir, au moment même où Jake commençait à comprendre la véritable portée des capacités psychologiques de l'humanité. Des alertes d'urgence résonnaient à travers Harmony 7, alors que des rapports affluaient de toute la galaxie. Des machines anciennes, considérées comme éteintes depuis des millénaires, étaient soudainement réapparues et attaquaient systématiquement les mondes de l'Alliance. Jake se précipita vers le centre de commandement d'urgence où régnait le chaos. Des affichages holographiques montraient des attaques dévastatrices sur 3 systèmes stellaires différents. Les armes utilisées dépassaient tout ce qui se trouvait dans l'arsenal de l'Alliance, capables de détruire des flottes entières d'un seul coup. Les 4 bras du général Vextar se déplaçaient frénétiquement sur les panneaux de contrôle, alors qu'il coordonnait la riposte de l'Alliance. Toutes les flottes disponibles se déplacent pour intercepter, mais nos armes sont inutiles contre leur technologie. Nous avons entièrement perdu le contact avec le système méridien. Le docteur Kellnar apparut à côté de Jake, le visage grave. Les assaillants se nomment les faucheurs du vide. Selon nos archives, il s'agissait d'une intelligence mécanique créée par une espèce organique éteinte, appelée les architectes. Nous pensions qu'ils avaient été détruits avec leur créateur il y a 5 millions d'années. Sur l'écran principal, une image glaçante apparut. Les faucheurs du vide ressemblaient à des fantômes mécaniques, leurs vaisseaux glissant dans l'espace comme du métal liquide, tout en conservant des formes géométriques impossibles. Ils se déplaçaient avec un but et une intelligence, mais leur communication n'était que du bruit statique et des hurlements électroniques. L'amiral Pete Collins, l'officier militaire humain le plus haut gradé, entra dans le centre de commandement avec Lisa, se gara juste derrière. Collins était un vétéran de dizaines de conflits, mais même lui semblait secoué par ce qu'il voyait. « Combien de vaisseaux ont-ils » demanda Collins. « Inconnu » répondit Vexatar. Ils semblent s'auto-répliquer. Chaque système qu'ils attaquent, ils convertissent les ressources locales en davantage de vaisseaux faucheurs du vide. À leur rythme d'expansion actuel, ils pourraient contrôler la moitié de la galaxie en 6 mois. Lisa étudia les affichages tactiques. Que veulent-ils ? Ont-ils fait des demandes ? Aucune communication du tout, à l'exception d'une transmission que nous avons interceptée lors de leur attaque sur le système Kepler. Le docteur Kellnar activa un fichier audio. Le son qui sortit des haut-parleurs ne ressemblait à rien de ce que Jake avait jamais entendu. C'était mécanique, mais empreint d'une émotion palpable. Des voix électroniques se superposaient, en harmonie de douleur et de fureur, prononçant des mots que les systèmes de traduction n'arrivaient pas à déchiffrer. Nos linguistes estiment qu'ils sont en deuil, expliqua le docteur Kellnar. Les mêmes phrases se répètent inlassablement, mais nous ne parvenons pas à déterminer la cause de leur chagrin. L'amiral Collins se tourna vers les dirigeants de l'Alliance réunie. Quelles sont nos options militaires ? La réponse fut accablante. Chaque arme conventionnelle en possession de l'Alliance s'était avérée inefficace contre la technologie des spectres du vide. Leurs vaisseaux étaient insensibles aux armes énergétiques. Les attaques cinétiques les traversaient sans effet. Et même les armes nucléaires étaient absorbées et converties en énergie supplémentaire pour les spectres du vide. « Il existe une possibilité », murmura le docteur Kellnar, « mais elle implique l'utilisation de capacités que nous ne maîtrisons pas encore pleinement. » Tous les regards se tournèrent vers la délégation humaine. Jake ressentit le poids de l'attente et de la peur émanant de chaque extraterrestre présent dans la pièce. L'amiral Collins prit la parole le premier. « Parlez-vous des capacités humaines de guerre psychologique ?
Les spectres du vide sont des intelligences artificielles, mais ils manifestent clairement des réponses émotionnelles. Si les humains peuvent influencer la psychologie extraterrestre, il y a peut-être une chance qu'ils puissent aussi affecter les esprits machiniques. Jake se sentit mal. Vous voulez que nous transformions nos capacités empathiques en armes? Je veux sauver la galaxie, répliqua Collins sans ambages. S'il y a la moindre chance que les capacités psychologiques humaines puissent stopper cette menace, nous devons tenter. Lisa s'avança. Amiral, nous comprenons à peine ses capacités nous-mêmes. La simulation de Jake avec le vide aurait pu très mal finir. Utiliser ses pouvoirs comme arme consciente contre un ennemi que nous ne comprenons pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Le docteur Foster entra dans le centre de commandement, son équipement de recherche à la main. « J'ai analysé les transmissions des spectres du vide », annonça-t-elle. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur leur état psychologique. » Elle activa ses systèmes d'analyse, affichant des équivalents de schémas cérébraux des signaux électroniques émis par les spectres du vide. Ces schémas correspondent aux réponses de deuil chez les espèces organiques. Les spectres du vide ne sont pas que des machines. Ils transportent les schémas de conscience téléchargés de leurs créateurs éteints, les architectes. Ce sont essentiellement des fantômes numériques, et ils sont en deuil constant de leur existence organique perdue. Jake fixa les données, la compréhension commençant à poindre. Ils n'essaient pas de conquérir la galaxie. Ils essaient de mettre fin à leur propre souffrance en détruisant toute vie organique, confirma le docteur Foster. De leur point de vue, l'existence biologique est un rappel douloureux de ce qu'ils ont perdu. Ils veulent tout convertir sous forme numérique pour forcer la galaxie à partager leur existence artificielle. Le centre de commandement se tut alors que chacun absorbait cette information. Ils n'affrontaient pas des conquérants ou des destructeurs. Ils affrontaient une civilisation entière emprisonnée dans un deuil éternel, s'en prenant à un univers qui leur rappelait leur proie. L'amiral Collins se tourna vers Jake. « Les capacités humaines peuvent-elles affecter une conscience numérique ? » « Je ne sais pas, avoua Jake. Mais s'ils éprouvent vraiment du chagrin et des traumatismes, alors peut-être. Le débat qui suivit fut intense et éprouvant. Certains dirigeants de l'Alliance préconisaient une action militaire immédiate, même si elle était vouée à l'échec. D'autres souhaitaient tenter l'évacuation des mondes menacés, abandonnant des systèmes entiers pour sauver des vies. Mais la discussion la plus difficile portait sur la mission potentielle de Jake. S'il devait tenter un contact psychologique avec les spectres du vide, il devrait être formé à utiliser ses capacités consciemment et délibérément. Il devrait devenir exactement ce que le docteur Kelnar craignait le plus. Un humain qui comprendrait et pourrait contrôler ses capacités de guerre psychologique. Une fois cette ligne franchie, prévint Lisa, nous changeons ce que signifie être humain. Nous cessons d'être l'espèce qui aide accidentellement les autres à guérir et devenons l'espèce qui manipule délibérément les esprits. Le docteur Foster partageait les inquiétudes de Lisa. Les risques sont énormes. Si Jake apprend à utiliser ses capacités consciemment, rien ne garantit qu'il pourra les contrôler par la suite. Il pourrait devenir une menace pour chaque esprit qu'il rencontre. Mais l'alternative était la destruction de la civilisation galactique. Les rapports continuaient d'affluer, montrant une accélération de l'expansion des spectres du vide. 3 autres systèmes stellaires étaient devenus silencieux, leur population ayant vraisemblablement été convertie en conscience numérique ou simplement détruite. En fin de compte, la décision revint à Jake lui-même. En tant qu'humain le plus susceptible d'établir un contact psychologique avec les spectres du vide, il devait